C'est bon? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct exceptionnellement sur Ziana TV et en même temps sur Brazza Paris Info, puisque nous serons deux à animer cette table ronde. Vous avez suivi cette journée sur Ziana TV, une journée consacrée aux jeunes qui sont morts dans ce commissariat du côté de Pila, précisément dans le commissariat de Chakona. Ces 13 jeunes à qui on a fauché la vie alors qu'ils étaient innocents, ils n'avaient rien fait, arrêtés, raflés pour certains. Et finalement, ils trouveront la mort dans ce commissariat dans des conditions encore aujourd'hui non élucidées. Du côté de la diaspora, vous suivez depuis le début de cette affaire, puis la diaspora s'implique avec autant, je dirais, d'importance dans le cadre de la manifestation de la vérité. Vous avez suivi cette journée déjà, la première partie qui était consacrée à la conférence de presse, animée par Guy Mafimba, Marc Mapingou et Jean-Noël Mabiala. Vous suivez maintenant la deuxième partie de cette soirée, donc 3 tables rondes. La première que nous consacrons donc aux acteurs politiques que vous avez ici. Aristide, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc c'est avec vous qu'on va animer ce plateau. Alors. Merci. Nos invités, M. Guy Mafimba, bonsoir. Bonsoir, M. Jean Lebele, bonsoir. Bonsoir. Antoine Pachiboulou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, mesdames, messieurs, ce sont là les acteurs et activistes politiques de la diaspora. Messieurs, cette affaire de Chakona surprend, on sent une mobilisation de votre côté. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voulez porter cette affaire, notamment, puisqu'on se rend bien compte que c'est la diaspora qui est en train de prendre les choses en main, alors que sur place, les gens essaient de faire le mieux. Quel est l'intérêt aujourd'hui, Guy Mafimba, M. Lubelo et Antoine Pachiboulou, pour la diaspora, de s'impliquer aussi activement dans cette affaire de Chakona? Guy Mafimba, vous avez la parole. Merci encore pour ce deuxième plateau. Quel est l'intérêt? Je disais tout à l'heure lors de notre premier plateau que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, bien entendu, l'acte inaugural, j'appellerais ça ainsi, de cette espèce de crime en permanence, c'est 97 quand même, hein, où nous avons eu une espèce de guerre fratricide et toutes les violences qui ont suivi sont un peu dans ce registre-là, malheureusement, je n'ai pas à rappeler et tout ça. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, pourquoi l'intérêt particulier sur le crime de Chakona? L'intérêt particulier pour le crime de Chakona, parce qu'il est à la fois un crime presque inédit, parce qu'autant M. Sassou était comme dans une espèce de camouflage, il y a eu les disparus du beach, il y a eu ce que les gens oublient souvent, ce qui s'est passé chez le colonel Tchourou. Là, ça se passe en Pila, à 2 pas de sa résidence, quasiment, dans un pays qui est en état de siège, quasiment, et en rafle. Parce que là, c'est une rafle des jeunes de 17 ans, même si c'était aussi des rafles, en rafle, et avec un mode opératoire d'une espèce d'organisation criminelle, c'est l'expression de Mme Mounari, et qui met à nu, en fait, la véritable nature de ce régime. Et en tant qu'humain, en tant que citoyen, nous avons constaté, personnellement, j'ai constaté que nous étions arrivés dans le comble de la déshumanisation au Congo. Et généralement, lorsque les sociétés vont à volo comme ça, lorsqu'il y a une perte de valeur, on ne peut plus faire le distinguo entre le bien et le mal, entre le crime et... Il faut qu'il y ait des précurseurs. Il faudrait qu'il y ait des gens qui disent stop. Et l'intérêt particulier, c'est de dire le crime est presque parfait pour le régime et il nous faut dire stop en mettant en place un certain nombre de leviers pour faire en sorte que ce crime, qui est le crime de trop pour ce régime, devienne comme l'acte posé par ce régime qui va amener à la mise en place d'un dispositif de neutralisation de ce système qui est devenu véritablement une organisation criminelle qui ne sait plus s'attaquer ni à gauche ni à droite, mais qui s'attaque aux Congolais, quel que soit leur origine, on va dire géographique et autres, et quelle que soit la géographie même de Brazzaville. J'ai une question qui me vient à l'esprit, sur le point de l'indemnisation surtout. Il y a quelques années en arrière, après avoir tué plus de 400 Congolais, avec l'affaire de disparu du but, Sassou Denis a indemnisé les auteurs à hauteur de 10 millions. Et aujourd'hui, il double la mise à 20 millions. Ça vous inspire quoi? À chaque fois qu'il y aura un crime, il va augmenter la mise? Monsieur Moi, je pense d'abord,
il faut que je réponde d'abord à la question de M. Cyr. Pourquoi la diaspora doit-elle vraiment se mobiliser pour ces crimes-là? Moi, j'appelle ça une série de crimes. Et ce n'est pas la première fois. Ça, ce n'est pas son premier crime. Il faut citer le nom de l'auteur principal de ces crimes-là au Congo. Il s'appelle Sassou Nguesso. Les autres, ce sont les hommes de main. Mais l'acteur principal de tous ces crimes, c'est Sassou Nguesso. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça remonte de quand? Du 18 mars 1977. Par Marien Ngouabi, il était le ministre de la Défense. Il n'a jamais été interpellé pour pouvoir se justifier. Comment se fait-il qu'un président soit assassiné dans son bunker à l'état-major un après-midi? Il n'a jamais été interpellé par la justice comme s'il n'y en avait jamais au Congo. Et ça, c'était en 1977. Puis par la suite, 89, le DC-10. Oui, c'est encore lui. La bombe était partie, avait été installée dans le DC-10 depuis Brazzaville. Et l'auteur, c'est qui? Ce n'est pas le peuple congolais, ce n'est pas le citoyen, c'est encore lui. Sassou Nguesso. On peut continuer. Quand Lissouba arrive au pouvoir, Sassou, il va tout faire pour aussi gêner le gouvernement de M. Lissouba. En s'acoquinant avec des gens comme Bernard Kolela, etc. Il y a eu là aussi des morts. Mais pour aller un peu plus vite, le 4 mars, l'explosion de Bila, du jamais vu sur le continent africain qu'il y ait des explosions aussi importantes dont la force avait même traversé le fleuve Congo, était entendue juste à Kinshasa. C'est pour dire la puissance de cette bombe-là, de ces bombes-là. Et là, il y a eu des morts. Combien de morts? On ne sait pas. Mais quel est le nombre? Mais on peut l'estimer à plusieurs centaines de milliers de morts. Et sans compter les personnes qui sont restées invalides aujourd'hui, les mutilés. Sassou les a-t-il indemnisés, mon frère? Il a donné quoi? Jusqu'à aujourd'hui, certaines populations sont logées dans des camps de fortune, du côté de Mbila peut-être, ou bien à Fawenze. Et nous avons appris qu'il avait indemnisé de certaines personnes de sa famille. Mais Trump, je n'en sais rien, c'est la rumeur que j'ai eue. Et on peut continuer. L'homme Sassou n'a jamais respecté la vie des Congolais. Et par rapport à ça, il n'est pas son premier crime et il n'est pas son dernier crime et il va continuer. Et pour nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants qui ont été interpellés, amenés, puis arrachés à la vie. Et on a vu que des corps ont été mutilés. Et certains même parlent de commerce d'organes. Et là, il faut qu'il y ait une enquête internationale pour déterminer est-ce qu'effectivement il y a eu des organes qui ont été prélevés et il y a eu commerce d'organes. Mais si c'est le cas, chers frères, et c'est le crime le plus abominable au Congo. Et ça, on ne doit pas se taire. Les Congolais, partout où ils sont, doivent se mobiliser pour que cette affaire-là ne s'arrête pas là. Et moi, j'ai encore un appel à lancer aux juristes congolais, aux avocats congolais. Ils devraient se mobiliser pour pouvoir porter cette affaire-là le plus loin possible. Voilà, Antoine Page-Keoulou, une affaire à porter le plus loin possible. On a bien compris, monsieur Loubello vient de faire la litanie des crimes de Sassou Nguesso. On a l'impression que vous nous donnez, c'est que vous en découvrez, en fait, là, aujourd'hui, pour qu'on ait autant de mobilisation, notamment ici au sein de la diaspora, Antoine Page-Keoulou. Non, Sir Makosso. Personnellement, je suis catastrophé du fait que c'est des innocents. Moi, ma posture politique fait un distinguo entre ceux qui peuvent être persécutés
par le pouvoir dictatorial du général Sassou Nguesso et ces populations qui peuvent être victimes alors qu'elles ne touchent à la politique peut-être que de façon incidente lorsqu'on les entraîne dans des votations pipées d'avance. Si c'était des jeunes qui avaient manifesté un quelconque mécontentement, j'aurais dit, ils ont pris des risques, comme moi j'en prends, comme mes camarades ici les prennent, j'aurais donné un sens à ce massacre. Mais là, des policiers qui surviennent dans un quartier, raflent tout jeune qu'ils aperçoivent, au point que des frères consanguins se sont retrouvés dans ce commissariat, torturés et décédés. Vous vous rendez compte? Des frères. Un a passé le bac, un autre, dit-on, était à l'université. C'est des innocents. C'est des innocents. Que des politiques soient persécutés, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a un sens. Nous n'avons pas embrassé ce combat de façon ngoulou, si vous le permettez. C'est en toute conscience. Nos proches, nos familles savent pourquoi nous nous battons, quels sont les risques que nous prenons. Donc, si aujourd'hui un Kiboulou meurt, un Mafimba meurt sous les coups assassins de Sassou Nguesso, les camarades l'élèveront en martyr, nous élèverons en martyr, le peuple nous sera reconnaissant, j'espère un jour, mais là, c'est des jeunes innocents. Et les mots me manquent, c'est un crime crapuleux. Voilà, un crime crapuleux. Je vais donner la parole à Aristide. Oui, monsieur, sur la question de l'indemnisation. Moi, je dis que, oui, à chaque fois, Sassou commet un crime, il augmente 10 millions de plus. Disparu du beach, ils étaient indemnisés 10 millions, et là, il passe à 20 millions. La vie coûte 20 millions. Mais vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de déshumanisation de notre société. Et M. Sassou Nguesso a réussi quelque chose d'assez étrange dans ce pays. Il a inversé les valeurs. Je disais tout à l'heure, au Congo, moi qui ai vécu dernièrement mes 5 dernières années là-bas, le bien est devenu le mal, le voleur est devenu la référence ou le référentiel dans le quartier, le pédophile, l'assassin. Voilà le problème de M. Sassou Nguesso. Donc, ce qui revient à dire qu'il a tellement formaté la société de cette manière-là qu'il pense que lorsqu'il commet un crime de masse, un crime inédit, un crime organisé par son pouvoir qui est une organisation criminelle, il part du principe que, il faut réussir déjà la première étape qui consiste pour lui à donner sa propre version. Raison pour laquelle M. Thierry Munga et les autres nous ont sorti la fameuse affaire des bébés noirs. Nous avons fait échec. La deuxième chose, c'est de terroriser les familles. Pas question de vous attarder sur ça. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est la chance, c'est la faute à pas de chance. Nous avons fait échec à ça. Là, il est passé à la troisième étape, qui consiste à corrompre. Parce que pour lui, la vie, on peut acheter la vie. On ne peut pas acheter la vie. Mais malheureusement, il y a encore une catégorie des Congolais qui pensent qu'on peut vendre son fils, on peut acheter la vie de son fils. Mais en même temps, ça soit en posant cet acte, il sait aussi il se demande comment devrait réagir la société congolaise. Quand je dis la société congolaise, c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Mais nous étions là, dans ce pays. Il y a à peine quelques jours, nous avons connu l'affaire Benalla, une affaire, on va dire, d'ordre public, une petite gifle qui est devenue l'affaire d'État. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des sociétés où on respecte l'homme, on respecte les droits de l'homme. Mais autant nous pouvons indexer les familles qui acceptent ce deal,
qui est un deal cynique, qui est un deal macabre. Moto, nous devons aussi interpeller la conscience des Congolais, des citoyens congolais, notamment ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes des citoyens à l'extérieur, nous sommes des citoyens libres. Nous avons connu, nous connaissons, nous vivons dans des sociétés où il y a des valeurs intrinsèques, des valeurs de droits de l'homme, des valeurs de citoyenneté. Mais nous ne sommes pas nombreux, malheureusement pour l'instant, à s'indigner, à se mobiliser face à cet acte. Raison pour laquelle cette première initiative, c'est la deuxième, après celle de Trocadéro, devait être une possibilité pour nous d'enclencher cette dynamique, de dire aux Congolais, en lignable, on dit « Bozonga bateau, tozonga bateau ». On n'est plus des hommes. Comment moi, je peux dormir lorsque on a pris des gamins, des innocents? Antoine vient de le dire tout à l'heure. Ces gens ne font pas la politique. On les prend, on les torture, on les assassine. Chaque Congolais ne devrait pas dormir. Il faut que la vérité se sache. Il faudrait que la justice passe. Et il faudrait, in fine, neutraliser cette organisation criminelle qui a déshumanisé les Congolais. Voilà ma réponse par rapport à cette affaire. Je le dirais de manière tout à fait vulgaire, mais basta les fameuses indemnisations des Congolais. Parce que la vie d'un homme n'est pas négociable. La vie d'un homme n'est pas négociable. Et nous devons rompre avec ce cycle infernal où on pense qu'on peut tuer et après on dit prends 40 000 balles. Non, ça ne peut pas se faire. C'est indécent. Mais je vais compléter par rapport. Allez-y rapidement, puisqu'on va essayer d'avancer. Oui. La vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix. 1. 2. Ça ne pas l'argent, sauf si vraiment il donne l'impression qu'il a pillé le trésor public et qu'il a amassé beaucoup d'argent. Et c'est avec ça qu'il veut donc indemniser. Alors qu'on sait très bien qu'il ne paye pas les salaires, les bourses des étudiants, les pensions de retraités, il ne les paye pas du tout. Et tout d'un coup, il se dit, il promet, ça c'est une promesse, hein, il promet d'indemniser. Nous savons qu'il ne va pas tenir cette promesse-là parce que ça aime l'argent, le sien, à garder pour les siens encore, pour sa propre famille. Donc il va tromper les gens, il va donner l'illusion de pouvoir les indemniser, mais il ne le fera pas du tout. Et ça, c'est la vérité. Et je rappelle que la vie, je reprends un peu ce que mon frère Antoine a dit, que ce sont des innocents. Ils ne sont pas innocents, ce sont des vies. La vie, elle est sacrée. Ce n'est pas nous, êtres humains, qui créons la vie. Elle passe par l'être humain, mais elle vient peut-être de Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Mais nous, on ne fait que transférer la vie par nos gamètes sexuels, c'est-à-dire et ovules. Mais nous sommes que les agents de transfert de la vie. On a bien compris. Respectons la vie. Voilà. Et Sassou ne l'a jamais respecté. Et par rapport à ça, Antoine, rapidement sur la question d'Aristide concernant ces indemnisations. Oui, rapidement. Oui, mais il ne faudrait même pas insister sur le problème de l'argent. Vous savez, la situation sociale est tellement chaotique que je ne vois pas comment une famille cracherait sur cet argent, puisque, in fine, il faut bien procéder à des funérailles. Donc, le problème, il n'est pas là. Que ce soit 50 millions, 100 millions, mais c'est basta, comme a dit Guy Mafimba, elle doit prendre cet argent, mais garder à l'esprit le sentiment d'injustice, le sentiment de révolte, parce que ce n'est que par la demande de justice que nous sortirons de ce cycle infernal où nous devons enterrer nos enfants, nos familles. Voilà, on reviendra donc sur cette demande de justice. J'aimerais bien, messieurs, prendre avec vous une ligne rouge, un fil rouge, pardon, c'est ce que a donné tout à l'heure en concluant la première partie, la conférence de presse Jean-Noël Mabiala, vérité, responsabilité, solidarité. Alors, ici, vous voulez la vérité sur ce qui s'est passé, sauf qu'on vous dit, messieurs, vous êtes à 8000 km, comment voudriez-vous connaître la vérité sur la situation à laquelle vous n'avez pas participé? Et même les acteurs locaux, parfois, ont besoin
d'avoir plus d'infos qu'il arrive à avoir sur place. Alors, rapidement, sur cette élection, comment voulez-vous que cette vérité soit manifestée? On a entendu M. Mboulou qui est passé au Parlement pour dire, mais voilà, ok, on les a arrêtés, ils sont morts, mais voilà, c'est point. Quelle vérité voulez-vous encore, Fima? Mais c'est simple. La réponse est simple. Qui a sorti cette affaire de Chakoda? C'est la diaspora. C'est la diaspora qui a réussi à faire en sorte qu'on ne touche pas la vérité. La vérité, on l'aura pourquoi? Parce que j'ai souvent tendance à dire, Antoine le sait, la diaspora sous-estime ses capacités de manœuvre, en fait, aujourd'hui. Et de deux, ça s'est trompé d'époque, ça s'est trompé de contexte. Nous avons aujourd'hui un outil qui est redoutable, ce sont les réseaux sociaux. Quelqu'un qui est dans un petit commissariat, il prend une photo et puis il peut nous envoyer. Vous savez, je fais la parenthèse, lorsque les corps de nos enfants étaient dans ces morgues, c'était quasiment la DGSP ou la GR et les policiers, personne ne pouvait rentrer. Lorsque tu rentrais, même pour voir ton propre fils, on te fouillait pour ne pas voir, pour ne pas faire des photos. Mais on n'a pas eu de photos? On a eu des photos. Donc, la vérité, on l'aura. Pourquoi? Un, par rapport à cela, donc, nous avons aujourd'hui une arme redoutable qui sont les réseaux sociaux. Et secondo, il y a des patriotes partout au Congo. Il y a des gens qui le suivent. Mais qui n'est pas touché par cette affaire-là? Ce sont nos enfants. Ça s'appelle, c'est ça le drame de Sassou aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, ce sont les Ngakala qui sont morts, monsieur. Il y a des Ngakala qui sont morts. Alors, allez dire à M. Ngakala que non, ne donne pas l'information parce que Sassou est, comme il veut jouer sur ça, il est embauché comme toi, mais il va dire, mais il est embauché, il a tué mon fils, il s'appelle Ngakala. Voilà aujourd'hui le drame de ce pays. C'est ce que Boa appelait la tragédie du pouvoir. Sassou, le pouvoir de Sassou, le mal se retourne contre lui. Donc, pour avoir aujourd'hui, pour connaître la vérité, nous devons, un, nous organiser, deux, nous devons évoluer de manière opaque et discrète, et trois, très certainement, nous devons avoir ce relais en permanence avec Brazzaville en essayant d'être à la fois responsable. Quand je dis responsable, ça dit que si quelqu'un me donne une information, je ne vais pas aller livrer ça sur les réseaux sociaux pour qu'on le bute. Alors, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, par rapport à cette vérité, M. Lubello, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on en parle, on sait aussi qu'il y a des travers dans ces réseaux sociaux, on sait aussi qu'il peut y avoir une extrapolation par rapport aux informations qui peuvent arriver de Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui, au nom de cette vérité, on ne peut plus faire confiance au gouvernement, puisque le gouvernement a avoué, et quoi plus les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui plaît à l'opinion? Mais oui, c'est un outil moderne dont il faut profiter pleinement, parce que ça diffuse l'information à la vitesse quasiment de la lumière. Autrement dit, tu as l'information, tu la diffuses, et celui qui est au bout du monde la reçoit et la traite. Même si elle est légèrement déformée, il y a toujours une forme de vérité. Cette vérité-là nous suffit. On va pouvoir l'exploiter pour dire qu'il y a un fond, il y a forcément une vérité là-dessus. Donc, il faut avoir confiance en ça. Donc, ceux qui croient que les réseaux sociaux, ce sont des outils qui déforment l'information, ce n'est pas totalement vrai. Voilà. Donc, moi, j'y crois et j'y suis à fond. Voilà. Vous êtes à fond, Antoine Pachoulou, sur cette quête de vérité. On se rend bien compte que finalement, le gouvernement a avoué. 13 jeunes sont morts dans ce commissariat, mais à culpa, on n'a pas entendu, mais enfin, l'idée est là. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que politique, pour accueillir déjà cet aveu? Qu'est-ce que nous faisons de cet aveu? Le but ultime, notre objectif, c'est la fin de ce régime que quelqu'un appelle précitocrate ou précitocrate, hein? Précitocrate pour citer Armand Boya. Ce drame s'additionne aux drames antérieurs. On l'a déjà dit, Régis Batola, un petit jeune du Fond Tchétché qui dupliquait sur des CD, des réunions comme celle-ci, et les vendait pour que les Congolais soient au courant de ce qui se passe dans la diaspora, avait été interpellé, torturé et assassiné au commissariat central
de Pointe-Noire. Vous voyez, on a parlé d'une lycéenne. On a parlé de 353 disparus du beach. Toujours des rafles, des tortures. Kalakala a échappé de grâce. Il a échappé à la mort, je veux dire. La vérité pour nous, c'est celle qui doit éblouir les Congolais. Que tous ceux qui hésitent, parce que nous le savons, il y a encore des hésitants. Si le régime de Sassou communique autant, c'est parce que ce régime sait que dans une opinion, il y a toujours ce qu'on peut mettre dans la poche. Et ce sont ces hésitants-là qui empêchent le soulèvement populaire, qui empêchent que la mayonnaise prenne corps dans l'ensemble des populations, des couches du pays. Et ce drame, ces tués de Chakona doivent apprendre à tous les Congolais que ce n'est pas, comme a dit mon grand frère Mac Mapingu tout à l'heure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Hier, ils sont venus prendre le gars du Konongo. Je n'étais pas du Konongo. Ils sont venus prendre ceux du Poul. Je n'étais pas du Poul. Ils ont été prendre ceux qui étaient réfugiés en RDC et qui voulaient rentrer. Je n'étais pas réfugié. Et ainsi de suite. Et voilà qu'il y a eu le 4 mars. Et aujourd'hui, près de 17 victimes aux portes de la résidence royale de Sassou Nguesso. Ça veut dire que la mort délivrée par Sassou Nguesso et son clan peut guetter tous les Congolais, quels qu'ils soient, même ceux appartenant au régime actuel. Vous savez, le cas de Nsuru, le cas des autres, et il y en aura encore. Voilà, tout le monde peut être victime de la folie meurtrière de ce régime. Non, je voulais, c'est une très belle évocation d'Antoine, pour dire tout simplement qu'on rentre là dans le cadre des contentieux historiques, mon cher Fabien. Vous voyez, Ikonongo, on en parle jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui veulent régler le compte à Sassou parce qu'il y a eu Ikonongo. Il y a des gens qui veulent rendre des comptes à Grande Gorge à Sassou parce qu'il y a eu le disparu du beach. Et on va continuer comme ça. Ce qui fait que le Congo de demain, on ne pourra jamais le construire si on ne solde pas ces contentieux historiques. Si on n'arrive pas à la vérité. Donc là, on arrive à la question de la responsabilité. Mais la responsabilité, raison pour laquelle l'exigence de vérité doit être une exigence à la fois nationale, internationale, voire citoyenne. Pourquoi voulez-vous que moi, ma fille, je sois co-responsable des crimes de Sassou Nguesso? Raison pour laquelle on en profite pour interpeller ceux qui ont pris la responsabilité. Là, je parle par exemple du colonel Bouti, du général Bouti, je pense, qui a pris la responsabilité de gérer cette histoire d'enquête administrative. Mais l'histoire retiendra que s'il n'y a pas de vérité, demain, il sera devant les juridictions nationales ou internationales pour nous dire pourquoi il ne nous avait pas dit la vérité. Aujourd'hui, nous sommes 20 ans après, toujours sur l'affaire des disparus du beach. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Le sang des innocents est indélébile. Le sang est... Voilà. Donc, cette vérité, ce n'est qu'une exigence à la fois éthique, citoyenne et nationale et internationale. On doit en connaître la vérité. Et la justice doit passer. Voilà. Tout doit passer par la justice. Et j'ai une question en ce qui concerne la cacophonie gouvernementale sur cette situation. Mboulou dit autre chose, Mungala dit qu'il s'agissait de bébé noir, Mboulou dit autre chose, M. Mafimba. Tout ça, c'est quoi? C'est la peur? C'est la fuite en avant? Non. Je pense que je demanderai à nos compatriotes d'aller lire un bon post d'Alexis Nyayuku. Il a fait un très bon post là-dessus pour démontrer cette espèce de pirouette de faux fuyant du pouvoir. Non, le pouvoir, c'est le mode opératoire du pouvoir. On pose un acte, il a parlé de Ngwabi. On tue Ngwabi, on dit, on va massacrer les pauvres innocents,
Ça a toujours été le mode opératoire du pouvoir. J'ai eu, au cours d'une conférence de presse ici, à parler du triptyque manipulation, complot, violence. Et j'ai dit tout à l'heure lors du premier panel, il y avait 3 motivations dans ces assassinats. Motivation politique, motivation pour des questions de bouffer l'argent aux pauvres populations de raquettes, et la 3e motivation, ce sont des crimes de tiers. Donc, lorsque on sort l'affaire du fameux bébé noir, il fallait mettre en place le mode opératoire, manipuler, et ils sont tombés, comme j'ai dit, ils sont tombés sur une autre classe politique, d'autres citoyens qui ont réussi parce que nous connaissons aujourd'hui le système. C'est un système qui est incapable de se renouveler. Le mode opératoire est resté le même depuis des années, raison pour laquelle facilement on peut les mettre hors d'état de nuire. Voilà, on peut les mettre hors d'état de nuire. Mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV et sur Paris Brazza Info. Nous vous proposons une table ronde consacrée à l'affaire de Chakona et surtout nous revenons ici avec des acteurs politiques afin d'évaluer aujourd'hui quelle est la portée politique de cette affaire, surtout sur la diaspora qui a pris les choses en main. Alors, messieurs, on arrive à cette question de solidarité. On a bien compris que si on veut la vérité, il faut bien qu'il y ait des responsables. En attendant cet aspect responsabilité, nous allons l'aborder dans le panel concernant les questions de justice, mais en termes de solidarité. Tout à l'heure, il y a certains qui ont déploré le fait que les organisations politiques de la diaspora ne se coordonnent pas afin de donner une visibilité plus importante à cet événement. On a vu ce qui s'est passé à Trocadéro il y a quelques jours. On a cette initiative. On a déploré l'absence des uns et des autres. Comment vouliez-vous que cette solidarité se manifesta, notamment ici au sein de la diaspora, parce qu'on se rend bien compte que cette diaspora a toujours été disparate. Or là, nous devrions avoir un sujet qui ferait l'unité, mais on voit toujours ces petits bribes, notamment de dispersion, qui sont toujours présentes. Antoine Pasquiroulou. Bien, vous savez, c'est le côté, le maillon faible au niveau de la diaspora. Nous n'arrivons pas à nous coordonner, nous n'arrivons pas à nous concerter. Je le dis avec une certaine lourdeur dans l'âme parce que depuis que je suis sur ce théâtre de combat qu'est la diaspora, c'est toujours cette arlésienne en cours derrière et jamais on l'attrape. Nous retrouver, faire les choses de concert. Oui. Et j'avoue, dernièrement, on s'est retrouvé avec les Mafima le 17 juin à Paris pour mettre en place un espace de concertation. Ben, pourquoi? Ce n'était pas nouveau, puisque bien avant, il y a eu des plateformes, bien avant, il y a eu d'autres plateformes, des collectifs. À chaque fois, c'est toujours cette quête-là de se dire, bien, à partir d'aujourd'hui, quelqu'un qui a une idée, il en parle à tout le monde, on s'assoit, on discute, on fait un brainstorming et on passe à l'action. Bon, il s'avère qu'il y a aussi, comment dirais-je, l'urgence. Vous savez, l'urgence, nous sommes des humains, hein, l'urgence n'est pas appréhendée de la même manière chez chacun de nous. Donc, quelqu'un peut penser qu'il faut vite agir. Et on agit. Et on agit. Voilà. L'essentiel est d'avoir agi, hein, en tirant les leçons. On dit souvent de la diaspora et des Congolais d'une manière générale que ce sont des gens qui sont toujours dans l'émotion. Là, on a vu quelque chose d'émotif, mais on est quand même surpris que la mayonnaise n'ait pas pris pour que tout le monde puisse comme ça se retrouver et regarder des événements très importants. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce qu'il faut attendre 100 000 morts ou je ne sais pas combien de morts pour que les gens se retrouvent? Les gens de Fernand Bello. Oui, mais c'est un problème, effectivement, dont on a déjà parlé depuis. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même un progrès. Voilà. Alors, quel est le progrès qu'a apporté Chakona? Mais le progrès, mais parce qu'avec tous ces crimes-là, dont nous subissons, comme on dit, les faits, on finit par se poser quand même la question qu'il faut qu'un jour qu'on se retrouve tous pour combattre ce système-là. Et c'est en train de se mettre en place au fur et à mesure. Si aujourd'hui notre frère Jean-Noël
nous a invités, nous a rassemblés, c'est parce que nous avons trouvé de l'intérêt. Maintenant, ceux qui ne sont pas là, c'est pour des raisons certainement professionnels, etc. aussi Mais ils ont compris. Et moi, je propose donc pour aujourd'hui qu'on organise une messe de requiem pour ces victimes-là. Peut-être que ça pourra aussi faire venir ceux qui n'ont pas pu avoir, ceux qui n'ont pas eu le temps vraiment de venir. Donc, une messe peut aussi rassembler beaucoup de monde. Ce qui est rentré dans le cadre des solidarités. Tout à fait. Voilà. Et c'est pas la fin. Et nous devons aussi aider ceux qui sont sur le terrain, surtout les parents, par le biais des ONG, mais qui sont sur place, car effectivement, il ne faut pas les abandonner, il leur faut des moyens. Donc, il y aura, je crois, avec des cotisations, mais qui vont se faire pour pouvoir faire face, mais pour qu'ils soient capables de faire face à ces dépenses-là. Parce qu'effectivement, il manque beaucoup d'argent. Ces gens-là n'ont pas les moyens, les salaires ne sont pas payés, les poissons non plus. Donc, eux, ils ont besoin de qui? De la diaspora. Donc, si la diaspora peut faire face à cela, mais tant mieux. Donc, alors, Guy Matima, vous permettez peut-être la trivialité des propos. Que serait en fait la plus-value de Chakona? Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises, parfois certains déplorant n'est pas être avertis en temps, mais on se rend quand même compte qu'il y a une certaine unanimité. C'est-à-dire tout le monde est d'accord, sauf que le temps dans lequel nous sommes est quand même un temps creux ici en France, il n'y a pas la mobilisation nécessaire. Qu'est-ce que Chakona a apporté, vous qui suivez un peu tous ces contentieux, aujourd'hui au sein de la diaspora, par rapport aux initiatives qui sont prises, qui sont acceptées par tous, mais qui parfois ne traînent pas les foules attendues par rapport à l'émotion exprimée sur les réseaux sociaux? Bon, déjà, je voudrais nuancer lorsqu'on parle de mobilisation et autres. Vous savez, la mobilisation n'est pas forcément physique, on aimerait bien. Hein, mais la mobilisation, sur Facebook, il y a du monde. Voilà. La mobilisation, c'est surtout cette capacité des uns et des autres. Le matin, ils se réveillent et disent qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ce combat. Et je peux vous garantir, je peux vous dire, moi j'ai suivi ça de là où j'étais, mon petit repos, comment, une fois l'information sortie, le pouvoir était obligé de reconnaître évidemment qu'il y a un problème. Parce que s'il y avait 10 profils congolais, il y a 8 profils qui ont parlé de cette affaire. Pousser. Donc la mobilisation est là. Maintenant, on voudrait qu'elle soit effective en termes de présence physique. Mais quelqu'un a dit quelque chose de tout à l'heure d'intéressant, parce que lorsque, par exemple, je prends un cas concret, lorsque, par exemple, le docteur Pondi prend l'initiative de Chakona, de Trocadéro, de la manip de Trocadéro, là c'est ce qu'on appelle une capacité, une opportunité. Il estime qu'il faut poser l'acte de manière symbolique. Et c'est ce qu'il a fait. Et là, on n'a pas besoin. C'est vrai qu'avec ses croix, on n'a pas besoin, bien entendu. Et c'était fort. On n'a plus besoin d'organiser une réunion. C'est un coup de fil. Je prenais encore l'exemple d'aujourd'hui. Je peux vous dire, ce n'est pas une indiscrétion. J'étais de passage à Lyon pour une raison privée. J'étais une visite privée à Lyon. Lorsque, comme par hasard, on se croise avec Jean-Noël et qu'il m'en parle, je lui ai dit, mais c'est une très bonne initiative, mon frère. Nous avons réussi à faire en sorte que cette affaire-là ne soit pas étouffée. Mais l'initiative est très bonne. Essayons de faire. C'est comme ça que nous sommes arrivés là. Et c'est des coups de fil. Donc, en termes de mobilisation, non. Je pense que il faut nuancer. Il y a des choses à parfaire et l'espace de concertation est là pour ça. Maintenant, vous m'avez posé la question de savoir, entre guillemets, plus-value. Non, le plus-value, je dirais pas. Je dirais que c'est pas le bon terme. C'est pas le bon terme. J'essaie de comprendre. Non, cette prise de conscience là, il faut revenir sur l'évocation de Marc Mapingo et puis d'Antoine. Hier, on a commencé à Ikolongo. Après, on est passé à Disparu du Beach, on est passé de 97, on oublie ça souvent. Ce qui s'est passé, j'étais à Brazzaville, je le dis souvent parce que j'étais à Brazzaville. Ce qui s'est passé chez Djourou, c'est des massacres de masse. On tirait des petits jeunes comme des pigeons, hein. Désarmés, hein. Ils tiraient parce qu'ils avaient reçu l'instruction, tuer tous ceux qui sortent de chez Djourou. La pauvre année, on a enfermé pendant plus de 6 mois la nièce de Djourou. Donc, des mineurs. Donc, là,
il faut des Congolais doivent se dire, mais ça souvent envoyé un jour des gens nous chercher ici. Si on ne prend pas conscience que ce régime, c'est un régime abject, cruel, qui pense que pour des raisons, certaines raisons ou autres raisons, il faut faire la peau à tel ou tel personnage. Je finis en prenant un exemple simple. Allez-y, allez-y. Il suffit seulement que quelqu'un se réveille un matin. Okemba reçoit un rêve de Madame Tistet, qui lui dit qu'Antoine Page-Kioulou a le secret pour mettre à main le régime. On va venir le chercher, on va le tuer. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, là, il y a des crimes rituels qui est une des motivations. Ces gens-là, c'est des fétichistes. C'est pas pour rien que je l'appelle des primitifs. Ils peuvent se réveiller un matin et penser que Mapingu est en train d'organiser un coup d'État parce qu'il a fait un rêve. Il va venir le chercher ici. On doit faire extrêmement attention. Ce régime a perdu la tête, a perdu la raison. On est tous en danger. Même les gens qui disent « Ah non, moi je ne fais pas la politique parce qu'on ne va pas venir me chercher si je repars au Congo. » Mais ils peuvent dire « Non, monsieur Aristide Mobembe ici, je ne sais pas quoi. C'est le petit de Mafimba. Donc, il arrive à Brazzaville, là, il doit avoir des secrets pour faire un coup d'État. On te prend à l'aéroport. Nous sommes tous en danger face à un petit groupuscule. Hein, un groupuscule, ils ne sont pas nombreux. Qui sont dos au mur, qui se sont perdus et qui tapent sur tout ce qui bouge. Voilà, entre guillemets, la valeur ajoutée qui devait nous faire prendre conscience de la dangerosité de ce régime et qu'il faut créer toutes les conditions pour mettre un terme à ça. Aristide. Oui, mais maintenant, comment ça s'appelle on rentre un peu en vernaculaire sur les faits. Bato Loba, beaucoup de personnes disent Bazo Loba. À l'époque, tant que Zalaki n'a pas Congo, Sassou Denis bombardé, faisait tout ce qu'il faisait. Bato le Nord, on va relobater. Les gens de Talangaï. Maintenant, le Maman, comme il y a Talas, Bangouske Walingi, Bato Bax va côté la certaines personnes sont réticentes. Bah écoutez, ça, il y a vraiment comme un mapé. Parce que tant que ça soit encore bête, il y a Bax City, Bandeko, il y a Talas, Baki Kolandate, Bako Yokate, mais si ko Sassou, Abano Beta, Batone Moko, Bata Talas, Bata Congo, Bata Sud, Bato, oui, il a changement de constitution. Biso Etali, Bisoté Etali, ça c'est entre eux, Bango na Bango. Je dis à ces gens-là, le pouvoir là, il peut détruire tout le monde, Nabino, Nabango. Parce que Balingi ko conserver le pouvoir Nabango. Donc il faut Toyokana, to Bengisa pouvoir Ango. C'est maintenant ou jamais sur l'occasion en or que nous avons tous qui ne fait pas la distinction entre ceux du Sud et ceux du Nord. Donc c'est à nous de nous unir pour le combat. Donc il faut Toyokana, to Bengisa pouvoir à Sassou, Nabandekonaï, Nabaninganaï. Voilà. Donc ne pas le faire, c'est le laisser nous détruire. Et ça, attention, c'est votre vie qui est en danger. Laissez la lobby, Oyoka, on va bien appliquer le conseil. D'accord. Bon, ben, vous avez, comme un maison, comme il a parlé en lingala, est-ce que je me dois de parler en kikongo? Mais nous avons aussi un public qui ne comprend pas le kikongo. Mais dans tous les cas, je vais essayer. V, il ne faut pas beto basisa polémique qui vient na sens. Prenons le 4 mars. Nous l'avons en français. 4 mars. Oh, il y a même l'autre nasi qui a baou. Désolé. Mouke na nièce. Kouelaka, Muntu, il y a quartier nord. Et nièce Amoun Vanavanda, la quartier nord. Comme autant, les Congolais Mingi, il y a la région sud qui va dans le quartier nord. Il y a les Talanga, il y a les Wenze. Voilà. Et il y a les Kumbu. Il y a des victimes, il y a le commissariat à Chapona. Mais Bakumbu Mingi qui a la résonance Congo, pas seulement Ngala, hein? Kiyindu,
qui nous, c'est le nom de ma défunte maman. Alors, hein? Mais nous, on a un commissariat à Chakona. Hein? Mouketa na mingi mais en tout cas, je vois des Mkouka ici. Donc, Mouza Baba Patonyostou. Il y a quel est? Donc, Mambo, il y a Bango na Bango. Cette histoire-là, c'est fini. C'est un fantasme éculé qu'il faut reculer, mais vraiment au fond de notre conscience. C'est le Congo et c'est tous les Congolais qui doivent maintenant prendre conscience que la mort est à nos portes, qui que tu sois, même si tu participes aujourd'hui au pouvoir de Sassou Nguesso. Par rapport à ses intérêts, Sassou n'hésitera pas à t'éliminer. Comme il en a déjà éliminé d'autres, il y a eu des Ntsuru, il y a eu, je ne sais pas, quel grand guerrier, eh bien, demain, il y en aura encore. Et surtout, vous les civils, n'en parlons pas. Donc, il faut que la conscience du soulèvement populaire, entendu comme une insurrection pacifique, doit concerner toutes les populations congolaises, tous les Congolais. Voilà le mot que j'avais à dire et paix à l'âme de nos jeunes frères. Matondo, Antoine, M. Manissa, une dernière question à tous les trois. Juste pour la... Mais yo, comme ça, non, pour la question. Ah oui, mais non, une phrase. Nalobaka souvent. Pour la phrase yo, elle bangoguna. Nalobaka souvent. Nan argument moko nalobaka. Denis, enfin le pouvoir de Sassou. Ce qui balobi les los Blanchard au bas, azosala coup d'état. Il est de yo. Ce qui Sassou balobi, Sassou a tout le temps à bombarder yo. J'ai toujours dit, malheureusement, ça s'est appliqué là. Sassou n'a pas d'amis, Sassou n'a pas de zone géographique. Sassou a son pouvoir, il a conservé. Donc, petit, on est à l'ICOP naïe, il y a l'ICOP naïe, il y a les discours encore, dans le mode opératoire naïe, et il faut diviser pour aider. Mais comme tout comprend le système, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce plateau en attendant que nous fassions rentrer Jean-Noël Mabiala pour faire la première mise au point. J'aimerais vous poser une question tous les trois. Très souvent, quand nous sommes dans des situations comme celle-là, nous avons toujours la larme à l'œil, tout le monde est ému, et les organisations politiques se cachent toujours derrière les solidarités individuelles. Rarement, ici, nous avons vu une organisation dire, mais voilà, nous, aux assises, par rapport à telle situation, nous avons donné tant. C'est toujours chacun qui donne, mais comme chacun peut se cacher derrière son organisation, à la limite, personne ne donne, on ne voit pas la manifestation de cette solidarité. Vous êtes tous les trois ici, vous appartenez à différentes familles politiques. Est-ce que, au nom, peut-être pas de vos organisations, mais en votre âme et conscience, est-ce que vous estimez que les organisations auxquelles vous appartenez devraient avoir une réelle visibilité en termes de solidarité, notamment sur le plan financier, par rapport à cette situation de Chakona qui nécessite autant d'argent, même si on peut s'émouvoir parce que le pouvoir veut en donner plus qu'on pourrait donner aux partis d'ici la diaspora en tant que Pastiolo. Merci, Sir Makosso. Je vais mettre le pied dans le plat pour commencer en disant que la diaspora aime critiquer, aime gueuler, mais quand il faut mettre la main dans la poche, on ne la voit pas. Vous savez, il y a une fille, je ne citerai pas son nom, une dame qui soutient Roga Roga, dont le concert a été boycotté par nous autres de la résistance. Et cette dame, je ne connais pas l'origine des sous, mais en tout cas, moi c'est le fait, elle est partie, elle est actuellement dans le pool, en train de sillonner différents villages du pool pour apporter un verre d'eau aux populations, un comprimé. Et j'ai dit chiche. J'ai engueulé tous ceux
qui l'insulte à tort ou à raison. Vous ne répondez pas à ma question. Voilà. Donc, c'est pour dire que, oui, la diaspora, elle est souvent pingre. Mais pour ce drame de Chakona, il faudrait que chaque structure s'engage à apporter son obol. Très bien, on avance. Et je peux vous dire que Kim Fwanza apportera son obol. Il y a le président qui est dans la salle aussi, hein, le président de Kim Fwanza, M. Siayos, que j'ai vu tout à l'heure. Oui, mais je m'engage au nom de Kim Fwanza parce que je suis membre fondateur. D'accord. Voilà, et Kim Fwanza apportera son obol. Voilà. Et j'espère aussi d'autres structures telles que les assises. Donc, Congo Yassika, peut-être va faire aussi Le Congo Yassika, mes chers frères, l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les Congolais, quand on parle d'argent, ils n'en ont pas pour les autres, ils en ont pour eux-mêmes. On les voit à Châteauroux, boire la bière, manger dans le petit Nganda. S'habiller, c'est pas mauvais. Dépenser plus, mais pour eux-mêmes. Mais pour la solidarité, ils n'ont pas dans le cœur. Ils ne l'ont pas dans l'âme. Je pense que c'est à nous de faire un travail de fond pour pouvoir les amener vers cette prise de conscience, de pouvoir mettre la main dans la poche et sortir un peu d'argent. Un peu d'argent pour pouvoir aider ceux qui n'en ont pas et ceux qui souffrent au pays. Congo Yassika, que moi je représente, je vais donc apporter cette information donc au bureau, auprès dans les membres. Bien sûr. Il faut leur dire, chers amis, il est temps de mettre la main dans la poche. Même si déjà pour Congo Yassika, quand on demande de sortir l'argent, mais il faut compliqué. En tout cas, il faut insister. Mais là, en tout cas, il y aura l'effort qu'il faudra faire. C'est un effort exceptionnel. Je crois que ça peut se faire sans. Ah ben, très bien. Alors, Guy Mapimba, je ne sais pas si c'est RDD Canal Historique ou encore. Ah ouais, CADD. Non, je ne suis pas CADD. Je ne suis pas CADD. Je suis le représentant des missions publiques. Je ne suis pas CADD. Non, oui. C'est vrai que je ne suis pas là en tant que CADD. Je ne suis pas là en tant que représentant. Non, c'était là en tant que citoyen. Je suis là en tant que citoyen et en tant que surtout membre de la fédération, représentant de la fédération IDC Procad. G3Z. Voilà. Et quelqu'un a dit tout à l'heure, malheureusement, on y reviendra toujours, parce que les efforts des uns et des autres, je peux vous garantir que on n'a pas envie de pleurer, mais des fois, on se dit, on se sent seul dans cette histoire-là, parce que les gens ne se rendent pas compte, Mais j'ai informé les miens, le ministre Ouabari, le ministre Koukebene sont informés de ce que les choses sont en train de s'organiser à ce niveau-là et qu'au niveau de cette fédération, nous allons faire quelque chose, comme au niveau de la task force, nous allons faire quelque chose pour apporter notre contribution. Au niveau de Fimbo, peut-être aussi. Fimbo aussi, oui. Fimbo aussi. Il y a Blaise Kitembo qui est là dans Fimbo, il y a Kissa Marcus, il y a Andrea qui malheureusement a un petit souci de santé qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Non, nous allons nous organiser comme on le fait d'habitude. Ça sera à double titre. Fimbo. Oui. Et IDC Procad, représentant RDD, Canal. Non, en tant qu'individu aussi. L'individu, ma fille m'a épuisé. Donc, non, on va, parce que, comme je le disais tantôt, ce qui se passe aujourd'hui est inadmissible. Je n'ai pas envie que demain, quand je vais me retourner, il n'y aura plus personne pour me sauver les meubles. Donc, on va contribuer à notre manière pour faire avancer cette dynamique. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez donc compris la dynamique solidarité ou solidaire va être avancée. Vous avez entendu ces engagements. Bien sûr, nous espérons que d'autres organisations qui nous écoutent en ce moment prendront le relais afin d'accompagner, je dirais, cet élan de solidarité en faveur des victimes de Chakona, non seulement individuellement, mais aussi au nom des organisations. Je pense que ce sera une première et ça apporterait beaucoup par rapport à ce côté, je dirais, pingre qu'on accuse la diaspora. Alors, nous avons donc reçu sur ce plateau, pour terminer, M. Jean-Louis Mabiala. C'est un peu vers vous qu'on se tourne dans le cadre de cette journée Jean-Louis Mabiala. Quelle synthèse allez-vous faire pour ce premier plateau, puisque nous vous disions que nous devrions avoir d'ici quelques temps les témoins
qui vivent cette affaire de Chakona du côté de Brazzaville, afin de nous donner les dernières informations, notamment les acteurs de la société civile. Et nous terminerons par un troisième plateau concernant la justice, puisqu'on s'est dit, il faut la vérité, c'est une chose, mais la responsabilité, c'en est une autre. Jean-Noël Mabera. Merci, Sir Makosso. Merci en tout cas à nos amis et frères qui ont participé à cette table ronde. Je vais rapidement montrer un peu les éléments qui ressortent de cet échange, sans refaire le débat, bien entendu. Nos amis sont revenus, nos responsables politiques sont revenus sur les trois termes qui ont marqué notre journée, en tout cas la direction qu'on a donnée à cette journée: la vérité, la responsabilité et la solidarité. J'ai noté quelque chose de particulier dans les différentes interventions. La première, c'est on déplore la déshumanisation du régime congolais. C'est-à-dire, pas seulement la banalisation de la mort, mais la banalisation du meurtre politique. Je pense que c'est Guy qui avait commencé sur ce terrain-là. Il faut le souligner, c'est très fort. On a évoqué l'histoire sanglante du Congo. Et ça, depuis la première partie de cette journée, c'est Alexis qui avait fait un peu l'historique, mais rapidement, c'était très bien monté, pour voir l'évolution du mode opératoire. Comment on est passé à la traque des adversaires politiques avec Diawara, Ikoko, Anga. C'était des adversaires politiques et la société civile disait c'est entre eux politiques. Comment on est passé de ce mode-là au mode d'assassinat en masse, tuerie en masse des populations, qui a été inauguré par le 18 mars 1977. Voilà. Et qu'est-ce qui me rappelle cet événement 18 mars 1977? Ça me fait penser à une interview de M. Sassou, par François Soudan, je pense. Et vous vous rappelez peut-être cette interview, et rappelez-vous le cynisme avec lequel M. Sassou a dit « Mais le cardinal Biayenda ne méritait pas d'être tué. Ce n'est pas un politique. Le président Massamba, c'est un politique. Autrement dit, Massamba pouvait être tué parce que c'est un politique. Autrement dit, l'adversaire politique mérite la mort. Comment on peut regarder un propos comme ça qui est passé? Non, ça n'a pas fait de vague. Non. Voilà. Et la question que se pose, Ngouabi, méritait-il d'être tué parce qu'il est président? Voilà, donc je crois que c'est très important de noter ça. Moi, je l'ai noté comme ça. Et le dernier mot, en tout cas la dernière réflexion que je note dans les interventions de nos amis, je crois que c'est Guy aussi qui a dit ça, c'est Tozonga Bato. Tozonga Bato. Est-ce qu'on dirait à Mounkutuba, Betu Vutukanaki Muntu? Nous sommes des Bantous et les termes sont forts. Quand Guy dit Tozonga Bato, c'est-à-dire nous sommes devenus des animaux. Et je pense qu'on ne peut pas prétendre à la magistrature suprême, et là on parle de la responsabilité, on ne peut pas prétendre être responsable si on n'est plus si on n'est plus humain. Voilà, à mon avis, ce qui ressort de cet atelier, de cette table ronde, et je crois que c'est très fort le message que nous recevons aujourd'hui. Et à la fin, nous allons continuer. C'est un message de solidarité. N'oublions pas ce qui nous réunit aujourd'hui, solidarité avec les familles victimes. Et la solidarité, on a décliné pas seulement en soutien financier, pas seulement en soutien moral, mais dans toutes les formes, et nous allons nous organiser en conséquence. Voilà la synthèse que je peux faire sur cette première table ronde. Merci. Je vais donner le mot de la fin à Aristide de Paris Voix Info. Ouais, le mot de la fin, c'est des très bonnes initiatives, parce qu'aujourd'hui, la diaspora congolaise était un peu disperse. Avec le crime de Chakona, j'ai l'impression, je ne sais pas si elle est fausse, il y a un peu cette unification de la diaspora. Parce que quand je lis les posts sur Facebook, que ce soit les amis du nord, du sud, de l'est à l'ouest, ils sont tous solidaires. Donc, ils disent que ce sont nos enfants, ce sont nos frères. Et puis, il n'y a pas que le crime de Chakona. Il y a aussi un commissariat qui est en Ngolo. Il y a un commissaire qui va chaque nuit rafler les enfants à Mayanga, partout. Le commissaire Morgan, qui va là-bas avec sa troupe. Quand tu passes, un gamin, on te prend. Et quand on te prend, tu disparais du jour au lendemain. Non seulement tu disparais, et puis voilà. En dehors de ça aussi, il y a encore d'autres crimes, double crime. On a vu un post passer sur Facebook, là où on nous signifie clairement qu'à la mort de Brazzaville,
Deux fois, quand il y a de faim et là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Les Marocains, ils sectionnent le corps, ils prennent je ne sais pas quoi. Après, vous arrivez, le cercueil est zingué, tu peux ouvrir le cercueil, des fois, ce n'est même pas ton cadavre, on va dire, tiens, prends ça, ramène ça chez toi. Donc, tout ça, là, c'est des crimes abominables. Et puis, revenons un peu sur ce que le doyen Mafimba a dit, mais Sassou, il vient nous chercher ici. Moi, je suis victime. Sassou, il vient ici pour faire taire les gens, il paye des blancs, des Français qui ont des sécurités privées ici. Société privée. On prend l'exemple de Square Civil. Qui ne sait pas ce que Square Civil a fait ici pendant le référendum? Qui ne sait pas? Moi, j'étais traqué 24 heures sur 24. J'avais des gens, quand j'arrivais chez moi à 3 heures du matin, il y avait une réunion Mégane avec des gens avec des ordinateurs. Donc, Sassou, il est prêt à tout pour son pouvoir parce qu'il sait très bien. Il a endeuillé pratiquement toutes les familles congolaises. Sauf qu'il a n'importe quelle famille. Politique. Donc, voilà, raison pour laquelle il est simple de se maintenir au pouvoir, de gré ou de force. Quitte à tuer tout le monde qui reste seul, il est prêt à le faire. Donc, voilà la conclusion. Voilà, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité. Vous avez suivi donc ce premier panel. Il va y avoir un deuxième, bien sûr. Nous reviendrons sur les témoignages du côté de Brazzaville et aussi comprendre, bien sûr, la responsabilité et évoquer l'aspect judiciaire ou comment la justice peut-elle accompagner aujourd'hui les familles, non seulement là-bas, mais aussi ici, puisqu'on parle de plus en plus de la compétence universelle par rapport à cette affaire de Chakona. Et comment l'obtenir, ça, c'est une autre question. Peut-être que nous aurons des juristes congolais qui pourront nous éclaircir par rapport à cet aspect. Merci de votre fidélité. Nos programmes continuent. La journée continue. Restez fidèles à Zana TV et surtout, soyez solidaires avec ces jeunes qui sont morts du côté du Chakona. À bientôt. Merci. Merci.